Le coton, c'est peut-être tout doux, mais c'est d'abord un business féroce. 37 milliards d'euros chaque année dans les caisses des négociants. Ce soir, tu prends 600 tonnes, mais si ça passe sous les 76, t'en prends 1200. À l'autre bout de la chaîne, il y a l'appétit insatiable des grandes marques qui vous habillent toute l'année. Pendant un an, nous avons enquêté sur les engagements des entreprises. Et notamment sur le dernier né des labels, le favori des grandes marques, avec sa promesse d'un coton plus vert et plus responsable. Comment pouvez-vous accepter cela? Je serais ravie d'en savoir plus. Vous savez... Vous aviez dit une demi-heure. Nous avons remonté la chaîne de fabrication jusqu'en Ouzbékistan. Là-bas, 1 million de personnes sont forcées d'aller au champ à chaque récolte. Vous n'êtes pas payé? Non? Noumani? Nous avons rencontré les rares militants des droits de l'homme qui osent dénoncer ce système. Des policiers me donnaient des coups de pied et menaçaient de me tuer. De l'Asie centrale au Bangladesh, nous avons suivi le coton jusqu'aux usines de filature. Il frappe les enfants qui font des erreurs. Cash vous embarque dans les arrière-boutiques du monde de la fringue. Tout le monde au poste maintenant. Notre enquête commence en Ouzbékistan, le 6e producteur mondial de coton, l'un des régimes les plus autoritaires du monde. Avec, pendant 35 ans à sa tête, Islam Karimov, considéré comme l'un des pires dictateurs de la planète. C'est sous sa présidence que des centaines de manifestants sont massacrés à la mitrailleuse en 2005 et que le business du coton devient une affaire très rentable pour l'État. C'est le début du mois d'octobre, la saison de la récolte. Si nous avons fait le voyage, c'est pour enquêter sur un scandale que beaucoup ignorent, le travail forcé dans les champs de coton. Un système orchestré au sommet de l'État par les autorités du pays. Officiellement, nous sommes là en touristes. Dans la voiture avec nous, Elena Urlaeva, une militante des droits de l'homme. Elle a 60 ans et se bat depuis des années contre le travail forcé dans les champs. Tenez, regardez là, ce sont des personnes qui vont à la récolte avec leurs sacs. En général, ils doivent ramasser entre 60 et 70 kilos de coton par jour. C'est le quota fixé par les autorités. Quelquefois, les objectifs ne sont pas atteints car il n'y a pas assez de coton, surtout en fin de saison. Si ça arrive, vous pouvez être puni et même tabassé. D'après Elena et les ONG internationales, 1 million de personnes sont envoyées de force dans les champs, tous les ans. Elena nous emmène dans une exploitation où elle est passée il y a quelques jours. Un champ où ont été réquisitionnés des médecins et des infirmières. Pendant la récolte, ils sont logés dans cette école. Le gymnase et certaines salles de classe servent de dortoir. Bonjour les enfants. Ici, vous avez les médecins qui dorment. Ces médecins sont mobilisés par les autorités durant la récolte. C'est leur ordinateur. Tous les jours, ils doivent envoyer les chiffres de la récolte à leur chef. Ça, c'est le cahier du responsable. Pas le temps de voir le gymnase qui sert de grand dortoir. Elena veut aller vite pour ne pas trop attirer l'attention. Le champ est juste derrière l'école. Ici, ce sont des médecins qui récoltent le coton. Ils viennent tous de l'hôpital ou de la maternité de la ville d'Angraine. Angraine, c'est à 100 km d'ici. Mais pour envoyer tout le monde au champ, l'État ouzbek a tout prévu. Ces images ont été tournées clandestinement lors de récoltes précédentes.
Un peu comme à l'armée, des fonctionnaires et des étudiants sont transportés en bus sous escorte policière. Des déplacements massifs de population filmés par des Ouzbeks qui veulent rester anonymes. Elena Ourlaeva est la seule militante à ne pas se cacher. Bonjour les médecins. Qui n'a pas eu ce tract? Venez ici. Tract à la main, elle rappelle leurs droits aux fonctionnaires. Vous travaillez à l'hôpital? Oui. Vous avez déjà reçu ce tract? Non. Prenez-le. Je suis Elena Ourlaeva. Je suis déjà venue. Vous ne l'avez pas eu la dernière fois? Je le lirai. Il est écrit que les travailleurs médicaux ne sont pas obligés de ramasser le coton. Mais notre intrusion dérange. Derrière l'infirmière, ces trois hommes nous repèrent. Et quand nous commençons notre interview, regardez, au second plan. L'un des trois hommes va partir en courant. Mais sur le coup, on ne remarque rien. Et nous poursuivons l'interview. Ça fait combien d'années que vous récoltez le coton? 16 ans. Vous êtes d'accord pour venir ici? Oui, oui. Vraiment? Oui, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais pas dire du mal. Et pas question de se plaindre. Ici, il y a toujours quelqu'un qui vous surveille. Quand les travailleurs ne remplissent pas leur quota, voici ce qui peut arriver. Sur cette vidéo filmée en douce par un Ouzbek dans une autre plantation, on entend la surveillante en chef, la dame avec le chemisier blanc, dicter un texte à une infirmière. Tu écris « Si je ne ramasse pas 50 kilos par jour, j'accepte les sanctions qui seront prises. » Tu ajoutes aussi que tu as écrit ça de ton plein gré. T'as compris? Si tu n'atteins pas le quota, tu seras viré de l'hôpital. Pour les fonctionnaires réquisitionnés, il n'y a qu'un moyen d'éviter la récolte, trouver un remplaçant, comme ce jeune homme. Vous avez quel âge? 21 ans. Vous êtes payé? Non, moi je ne touche pas d'argent. Je suis venu pour remplacer ma mère qui est infirmière. Vous n'êtes pas payé? Non? C'est à ce moment-là que l'un des hommes qui nous avait repérés s'approche. Salut, ça va? Attention à ta façon de ramasser le coton, tu vas avoir mal au dos. Nous quittons les lieux, rapidement. Et c'est sur la route, quelques minutes plus tard, que les ennuis commencent vraiment. Regardez, regardez, ils vont bloquer la route. Ça doit être pour nous. Au nombre de policiers autour de la voiture pour contrôler les papiers du chauffeur, on comprend vite que c'est sérieux. En fait, c'est plutôt à nous que les policiers s'intéressent. Et notre traducteur revient avec une mauvaise nouvelle. Ils veulent nous emmener au poste de police. Dans une dictature comme l'Ouzbékistan, des journalistes qui enquêtent en se faisant passer pour des touristes, comme nous, peuvent avoir de gros ennuis. What? Et qu'est-ce qui se passe? Et vu l'hostilité des policiers devant le commissariat, on les voit venir, les ennuis. Mais vous voulez qu'on appelle la France? L'ambassade? Pour l'instant, personne ne remarque que nous filmons avec nos téléphones. Tout le monde au poste maintenant. Ah, mais vous faites quoi là? Vous ne respectez pas les lois de l'Ouzbékistan. Elle est où, Elena? Elle est où? Ils l'ont emmenée. Nous, les faux touristes, restons ensemble, mais sous bonne garde. Passeport numéro 15DA. Pendant plusieurs heures, les policiers épluchent nos papiers, nous posent des questions et vérifient notre identité. Deniso. Mathias.
Avouons-le, dans ce commissariat perdu au fin fond d'une dictature, on ne fait pas les malins. Mais très vite, nous comprenons que pour Elena et notre traducteur, c'est beaucoup plus grave. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils font une déposition pour expliquer ce qu'ils faisaient sur un champ de coton, leur intention véritable. Ils disent qu'Elena cause toujours beaucoup de problèmes au gouvernement. Au bout de 5 heures d'interrogatoire, la police nous raccompagne finalement à l'hôtel sans avoir découvert que nous sommes journalistes. Elena et Timur, eux, restent en garde à vue. Ils seront relâchés 3 heures plus tard. « 7 jours après notre arrestation, nous décidons de revoir Elena. Tard le soir, sous un déluge, en prenant beaucoup de précautions pour ne pas être suivis. Nous avons rendez-vous chez elle, dans la banlieue de Tachkent. Bonjour. Comment allez-vous? Ne pas se fier au sourire. L'interrogatoire d'Elena a été beaucoup moins détendu que le nôtre. J'ai encore quelques bleus, mais ça commence à disparaître. Elle nous montre les certificats médicaux qu'elle a fait établir après l'arrestation. J'ai appelé les urgences. Le médecin est venu ici. Il m'a donné ce document. Il a constaté plusieurs contusions et des hématomes sur mon corps. Et puis elle raconte ce qu'elle a subi pendant ces 8 heures d'interrogatoire. J'étais tabassée, surtout par 2 femmes. Elles m'arrachaient les cheveux, elles me donnaient des coups de poing sur le corps. J'ai reçu des coups de pied. D'autres policiers se sont approchés pour me frapper. Ils hurlaient et menaçaient de me tuer. Ils m'ont déshabillée, ils m'ont fouillée. Ils étaient très agressifs. Vous avez eu peur? Moi? Non, je n'ai pas peur, je m'y suis habituée. Ce qui est difficile à supporter, c'est que cela fait 10 ans que ça m'arrive, que je suis maltraitée et tabassée. Les violences, les brimades et même les séjours forcés en hôpital psychiatrique. Pour l'instant, Elena encaisse. En Ouzbékistan, c'est le tarif quand on touche au business du coton. Un business qui enrichirait certains des plus hauts responsables de l'État. C'est ce que nous confirme Dimitri Tikhonov. Il a quitté l'Ouzbékistan en décembre 2015, mais il a toujours peur. Je ne voudrais pas que les services secrets ouzbeks me poursuivent. D'après ce que je sais, les réfugiés politiques sont recherchés et parfois même ramenés en Ouzbékistan. Dimitri est un militant des droits de l'homme. Avant de quitter son pays, il allait régulièrement rencontrer les travailleurs au moment de la récolte. Et c'est en filmant ce genre de scène qu'en septembre 2015, il est dénoncé, puis embarqué au poste. C'est là que le responsable de la police a débarqué dans le bureau. Il a pris une pile de papier et a commencé à me frapper sur le visage, sur la tête, en criant « Le coton est notre richesse, notre fierté, tu es un gêneur. Tu ferais mieux d'y aller, toi, ramasser le coton au lieu de filmer. » J'ai filmé ces images le jour où je suis revenu chez moi. Il n'y a plus de toit. Le plafond s'est écroulé. C'est mon bureau. Il y avait mes ordinateurs portables, mes papiers, mon travail de journaliste et de défenseur des droits de l'homme. Tout a brûlé. Mes ordinateurs et toutes mes archives. Pour Dimitri, le business du coton est un scandale d'État. Le coton, ça représente en moyenne $1 milliard tous les ans pour le budget de l'Ouzbékistan. C'était 800 millions, je crois, l'année dernière.
Comme tout le monde le sait, notre pays est vraiment un pays très corrompu. Une grande partie de ces millions qui viennent du coton vont dans les poches de ceux qui orchestrent le travail forcé ou qui ne font rien pour que ça s'arrête. Lorsque nous luttons contre le travail forcé dans les champs, on touche directement à leur porte-monnaie. Malgré les violations des droits de l'homme et les soupçons de corruption, les députés européens viennent de voter à une très large majorité une résolution pour normaliser le commerce du textile avec l'Ouzbékistan. Ce qui revient à blanchir le coton ouzbek. Je pense que la relation de confiance, elle n'est pas en sens unique, Madame Lunacek. L'Ouzbékistan a fait un travail remarquable. Ce n'est pas terminé et il y a encore énormément de choses à faire en Ouzbékistan. Mais si nous voulons gagner la confiance, il faut aussi que nous fassions un geste et c'est le geste que nous poserons aujourd'hui. La situation en Ouzbékistan n'est pas idéale. Ce n'est pas ce que nous voudrions pour les populations. Mais nous n'avons pas non plus demandé à l'Ouzbékistan d'atteindre la perfection. D'un point de vue commercial, cet accord est vraiment dans l'intérêt de l'Union européenne. Il permet d'assurer à nos exportateurs une certaine sécurité juridique. En langage moins diplomatique, le commerce avec les Ouzbeks, c'est 2 milliards d'euros par an. À ce prix-là, c'est sûr, mieux vaut être conciliant avec l'Ouzbékistan. Et tant pis pour Elena Ourlaeva ou Dimitri Tikhonov. Pour rencontrer ceux qui les soutiennent, il faut quitter le Parlement européen. C'est à Amsterdam, aux Pays-Bas, que nous allons tenter de comprendre la position des parlementaires européens. Nous avons rendez-vous avec des ONG qui se battent depuis des années pour lutter contre les violations des droits de l'homme en Ouzbékistan. Avec eux, nous réécoutons attentivement les débats des députés européens sur le textile ouzbek. C'est très clair. L'objectif est évidemment d'encourager et de donner un gros coup de pouce au commerce de l'Union européenne. Et cela au détriment des droits de l'homme. Pour justifier leur vote, les députés européens s'appuient sur ce rapport de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, l'agence de l'ONU chargée de défendre les droits des travailleurs dans le monde. Le rapport de l'OIT sur la dernière récolte était très positif. Je crois qu'il faut accorder toute notre confiance à ce rapport. Dans son rapport, l'OIT constate la quasi-disparition du travail des enfants. Mais pour les ONG, le problème s'est déplacé. Le travail des enfants a été remplacé par une mobilisation massive des adultes et par le travail forcé de nombreux fonctionnaires, comme les professeurs ou le personnel hospitalier. Mais surtout, les ONG contestent la méthode utilisée par les inspecteurs de l'Organisation internationale du travail. À chaque fois qu'un citoyen ouzbek répond à la question d'un observateur de l'OIT, il répond aussi en même temps à des représentants du gouvernement, qui peuvent souvent être des membres des services de sécurité ouzbeks. Malgré ces alertes, les parlementaires européens ont choisi de tendre la main à l'Ouzbékistan. En revanche, sous la pression des ONG, des dizaines de marques ont, elles, décidé de boycotter le coton ouzbek, à cause notamment du travail forcé. Dans la liste, on trouve entre autres Nike, Adidas, Zara, H&M, Lacoste, Levi's, Marks & Spencer, Carrefour, Primark, Puma, Saint-Laurent, le japonais Uniqlo, le chinois Lifeng, bref, quasiment toute l'industrie mondiale du vêtement. Forcément, nous nous sommes demandé qui pouvait encore acheter du coton ouzbek. Pour le savoir, retour en Ouzbékistan. Tous les ans, le pays organise une foire internationale du coton et du textile. En termes de business, c'est l'événement de l'année pour le coton ouzbek. Le problème, c'est que ici non plus, les journalistes ne sont pas les bienvenus. Alors nous y allons avec une caméra discrète.
Et nous nous faisons passer cette fois pour des acheteurs français qui lancent une nouvelle marque de vêtements. C'est bien ici la foire du textile? Oui, c'est au centre des expositions. Yeah, that's it. Ok, perfect. À l'intérieur, c'est comme une boutique de luxe, avec de belles fleurs de coton en vitrine. Pas de travail forcé, pas de militants tabassés. Des milliers d'invités viennent du monde entier pour acheter du coton ici. La qualité est meilleure. Pourquoi? C'est le climat? Non, c'est parce que c'est ramassé à la main, pas à la machine. Et pourquoi c'est mieux à la main? Parce que si vous ramassez à la main, il n'y a pas de saleté dedans. La récolte à la main, pour les exposants du salon, c'est l'argument de vente numéro 1. Ramasser du coton à la main, ça permet de ne pas casser la fibre. Alors que si vous récoltez à la machine, vous cassez la structure du coton. Et c'est ce qui arrive aux États-Unis, où tout est mécanisé. Vous savez, là-bas aussi, ils produisent du coton. En déambulant dans les allées, nous tombons sur Daewoo, un géant sud-coréen qui fabrique entre autres des autos, des armes, de l'électroménager et qui fait aussi du fil et du tissu. Le groupe a sa propre usine en Ouzbékistan, à l'est du pays. Cela fait longtemps qu'on est dans le pays, 20 ans. Vous savez, Daewoo est très réputé dans l'industrie du textile. Et donc, à qui vous vendez? Nous vendons en gros 50% de notre production à la Chine, 30% en Russie et dans la région, et 20% en Europe, en Allemagne, en Angleterre, quelquefois à la France. Malgré le boycott, le coton ouzbek inonde le monde et l'Europe. Nous allons bientôt en avoir la confirmation. Hello, yeah. Vous êtes français? Oui. Ah, d'accord, ok, enchanté. Bonjour. Je suis ici depuis 25 ans. Ah oui. J'étais ici avant l'indépendance pour des rénovations d'usines textiles. Et au fur et à mesure, on a fait des affaires, on a développé, et aujourd'hui, on est presque 4000 personnes. Ah oui, et vous faites uniquement du marché local ou... Non, justement, on fait que de l'export. Que de l'export. Que de l'export, que de l'export. Un patron belge à la tête d'une usine de textile ouzbek de 4000 personnes qui ne fait que de l'export. On aimerait en savoir plus, mais comme nous sommes surveillés de près, nous proposons aux fabricants de le revoir plus tard. Deux mois après notre retour d'Ouzbékistan, nous avons rendez-vous avec le patron belge dans une brasserie parisienne. Avant son arrivée, nous avons disposé quelques caméras cachées. N'oubliez pas que nous sommes censés être des acheteurs français intéressés par ces produits made in Ouzbékistan. Voilà, le dernier produit. Oh. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça doit être bon. Devant le polo made in Ouzbékistan et nos questions sur la réputation du coton ouzbek, l'homme d'affaires a tout de suite une combine à nous proposer. Aujourd'hui, il n'est pas obligatoire de marquer l'origine du produit. D'accord. Si vous voulez qu'on marque Made in Bulgarie, on va vous mettre Made in Bulgarie. Si vous voulez qu'on mette Made in Allemagne, on va vous mettre Made in Allemagne. Si moi je vous commande des vêtements et que je veux mettre... c'est ça que vous me dites? Oui, on ne peut pas mettre Made in France, hein, puisqu'ils viennent de l'étranger, donc là, évidemment, c'est pas possible. Mais on peut vous mettre Made in Portugal. Et ça, vous l'avez déjà fait? Enfin, oui, ouais. Oui, Made in Spain. Oui, bien sûr. Oui. Mais qui vous le demande, par exemple? Les clients. Les clients. Oui. Pour pas avoir Made in Ouzbékistan. Made in Ouzbékistan, oui, bien sûr. Oui. Et ça, c'est pas... Made in Italie, c'est très très bonne marque. Made in Italie, donc vous pouvez faire du Made in Italie? Ah oui, ça marche très bien, ça. On a vérifié, indiquer le pays d'origine, c'est facultatif, c'est vrai. Mettre un faux pays, en revanche, c'est illégal, évidemment. Dès que le coton est tricoté, on perd la trace du coton. Et ce coton-là, par exemple, à partir du moment où il a été tricoté, on ne peut plus savoir où il est passé. Ce fil-là, il a passé donc au moins 5 ou 6 frontières.
Et à partir de là, c'est perdu. Difficile de vérifier les infos de notre interlocuteur. On vous l'avoue, on est un peu dans le brouillard. Heureusement, 3 mois après notre voyage, nous recevons une liste avec des noms de personnes et d'entreprises présentes à la foire du coton ouzbek, celle où nous nous étions invités. Un document qui nous permet d'identifier des acheteurs étrangers. On y trouve de gros négociants de matières premières, mais aussi des dizaines d'usines de filature, des spinning mills en anglais, des usines en Chine, en Turquie et surtout au Bangladesh. Plusieurs affichent le nom de leurs clients sur leur site et disent fournir des marques que vous connaissez bien, comme Auchan, Camaïeu, Benetton, Célio ou Monoprix. Étonnamment, parmi ces usines présentes à la foire en Ouzbékistan, certaines déclarent être les fournisseurs de marques qui se sont engagés à boycotter le coton ouzbek, comme Zara, Carrefour, H&M ou CA. Pour tenter de vérifier ces informations, nous contactons ces usines en tant que journalistes. Comme aucune ne nous répond, nous poursuivons notre enquête en continuant à nous faire passer pour des acheteurs. La piste du coton ouzbek nous mène au Bangladesh. L'un des pays les plus pauvres du monde, mais surtout le 2e fabricant de vêtements de la planète, après la Chine. Partout, le long de la route, des usines de textiles et des filatures, où arrive directement le coton importé. Avec nos fausses brochures et nos fausses cartes de visite, nous commençons par l'usine de filature la plus importante de notre liste, Redisha, l'un des plus gros groupes du pays. Sur son site, l'entreprise affiche comme clients des géants de la fringue et des marques connues. Dans ce document public, H&M, l'un des rares groupes à communiquer la liste de ses fournisseurs, répertorie Redisha comme l'un de ses sous-traitants, ici. Quant à l'origine du coton, l'usine mentionne toujours sur son site l'Australie et les États-Unis. Rien sur l'Ouzbékistan. Malgré plusieurs demandes de visite en tant que client étranger, les patrons n'ont jamais répondu. En arrivant devant l'usine, avec tous ces hommes en uniforme à l'entrée et ce côté forteresse imprenable, on se dit que ça ne va pas être simple. Mais on tente le coup. C'est possible de visiter? Le directeur de l'usine n'est pas là. C'est son bras droit qui nous reçoit. Hello? Yeah. Dis-lui qu'on a envoyé un mail pour savoir si on pouvait visiter. On n'a jamais eu de réponse. S'il vous plaît, asseyez-vous. Grâce à nos jolies brochures, le monsieur va quand même passer un coup de fil à son boss. Il va parler avec son chef. Son chef va parler avec quelqu'un d'autre et ensuite ça va venir au Yuma. Donc il n'est pas possible de voir l'usine, même 5 ou 10 minutes. Désolé. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Avec tous ces hommes en uniforme autour de nous, on n'insiste pas. Un dernier salut militaire pour la route et en voiture. À défaut de pouvoir visiter l'usine, notre couverture va quand même finir par servir. Grâce à nos cartes de visite, au bout de quelques jours, nous décrochons un rendez-vous crucial pour suivre la piste du coton ouzbek. Un rendez-vous avec l'un des vendeurs de coton les plus importants du pays. Nous y allons avec notre traducteur. C'est là, ça. La société Bakul Group. Au Bangladesh, elle représente quelques-uns des plus gros négociants de la planète. L'américain Cargill, 120 milliards de dollars de chiffre d'affaires.
le singapourien Olam, 20 milliards de dollars, ou le Suisse Ecom, avec ses modestes 4 milliards. Bon, on y va ? Pour commencer, nous demandons au patron d'où vient le coton qu'il importe au Bangladesh. Je dirais ouzbek. C'est votre premier fournisseur? C'est toujours le premier pour moi. C'est en gros 60% du coton que je vends dans le pays. Puis, il ne faut pas oublier que le ramassage à la main est normalement meilleur marché. Pourquoi? C'est le travail. Dans ce genre de pays, le coût du travail est quand même très faible. Donc c'est plus rentable de faire travailler des gens que d'utiliser des machines? Absolument. Donnez-moi une minute, pardon. Salut, Carl. Ça va? Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, ce soir, t'achètes 600 tonnes, mais comme je te l'ai écrit, si ça passe en dessous de 76, tu prends 1200 tonnes au lieu de 600. Ça marche? Super. Ah oui, vous achetez quand même des centaines de tonnes de coton? Oui, exactement. Je travaille avec beaucoup d'étrangers et mes clients au Bangladesh sont très importants. Il y a environ 200 usines de filature au Bangladesh et moi je ne vends qu'à une trentaine. Les plus grandes, les meilleures, les plus solides financièrement. Je ne traite qu'avec elles. Lesquelles, par exemple? Je vais vous donner quelques exemples. Prime Textile, une bonne entreprise. Keia, et qui d'autre? Ridisha. Ridisha, c'est justement la boîte qui nous intéresse, la forteresse imprenable. L'usine, qui sur son site internet ne mentionne que le coton australien et américain, et dont les clients affichés comme Carrefour, Zara ou H&M déclarent pratiquement tous boycotter le coton ouzbek. Pourtant, d'après le négociant, cette usine lui achète presque 50% du coton d'Ouzbékistan. Comme il connaît bien le patron de Ridisha, avant de partir, nous lui demandons s'il peut le convaincre de nous ouvrir ses portes. En attendant, nous profitons de notre casquette d'acheteur pour découvrir à quoi ressemblent les usines de filature. Dans la première usine, l'usine Delta, on l'appellera l'usine numéro 1, le patron est content de nous recevoir. Alors, on a droit au tour du propriétaire. Au départ, un tableau presque poétique. Cette neige de coton brassée par des ouvrières aux vêtements colorés. On se dit presque que ça doit être sympa comme boulot, mélangeuse de coton. Mais ça, c'est avant de s'engouffrer dans ce couloir et d'arriver dans cette pièce devant ces ouvriers. Des adolescents devant une machine utilisée pour du fil synthétique. Elle peut leur trancher les doigts à la moindre seconde d'inattention. Au Bangladesh, les mineurs n'ont pas le droit de faire un travail dangereux, mais le patron veut nous rassurer. Ne vous inquiétez pas, ce sont des experts. Effectivement, ils vont vite. Après ça, on quitte le 19e siècle. Pour aller voir un peu plus loin, les lignes de production complètement mécanisées qui fonctionnent 24 heures sur 24. Pour faire tourner ces machines, les équipes travaillent en 3-8, c'est-à-dire jour et nuit. Ici aussi, des visages adolescents. Officiellement, le travail de nuit est interdit aux moins de 18 ans. Le patron nous affirme, bien évidemment, que son usine est dans les clous et qu'il respecte la législation. Enfin, il nous fait visiter ses entrepôts, où est stocké tout le coton importé de l'étranger. Et vous avez de l'ouzbek aussi? Oui, du coton ouzbek, turkmène, tadjik. Là, il y en a plusieurs. Mais vous voulez voir de l'ouzbek, c'est ça? Voilà, c'est de l'ouzbek. Ah, ça c'est ouzbek. En fait, c'est dans cette usine que l'on découvre que le coton ouzbek a un petit truc en moins que les autres.
Sur le coton ouzbek, ils n'indiquent jamais l'origine du pays. Ils n'ont pas d'étiquette? Non. Tous les autres pays indiquent l'origine quand ça vient du Burkina Faso, du Mali, même l'Australie et les États-Unis, ils indiquent l'origine dessus. Mais pour le coton ouzbek, jamais. Aucune indication sur le pays d'origine. Pour la traçabilité, ça promet. Après l'usine numéro 1, on visite l'usine numéro 2, Zuber, une référence, le nec plus ultra de la filature bangladaise. Elle ne travaille que pour les marques occidentales, les plus connues. Ici aussi, on peut voir les stocks de coton dans les entrepôts. Ça vient du Brésil. Ok, Brésil. Ça, c'est de l'Indien. Ah, indien. Ça, c'est américain. Américain, ça? Et à côté du coton américain, indien, brésilien, on trouve aussi du coton sans étiquette. Vous avez l'origine quelque part? Quoi? Où est-ce qu'on peut trouver l'étiquette? Oh, ça vient d'Amérique. Mais où est-ce qu'on peut lire ça pour qu'on voit? On verra ça au bureau. Peut-être au bureau. Et là non plus, vous n'avez pas l'origine quelque part? Peut-être au bureau, peut-être. Pour le coton sans étiquette, on ne pourra jamais vérifier s'il vient ou pas d'Ouzbékistan. Après, on a rendez-vous dans la dernière usine, la numéro 3. Pendant la visite, nous passons devant un bâtiment et nous comprenons que c'est là que dorment les ouvrières. Ah, c'est dangereux. Ouais. Il est possible de voir une chambre? Dans l'immeuble, malgré les travaux, les filles sont toujours là. Il y a une fille qui regarde la télé. Bonjour. Désolée de vous déranger. Donc elle mange ici? Oui, elle mange ici. Bonjour, enchantée de vous rencontrer. Bonjour. Je peux entrer? Regardez, elles sont en train de préparer à manger. Quand elles ne sont pas à l'usine, les ouvrières passent toute leur journée ici, dans ces chambres très sombres qu'elles se partagent. C'est votre chambre? Une chambre pour une ou pour deux? Ah, pour deux. Même lit? Dans un lit, deux lits? Toutes les deux? Ah ouais, c'est tranquille. Vous avez quel âge? Vous voyez à leur visage? Elles doivent avoir 25, 26 ans, quelque chose comme ça. À cette question, au Bangladesh, ce sont toujours les patrons qui répondent. Alors on dit au revoir aux ouvrières et on repart. C'est après la visite de l'usine numéro 3 que nous recevons un message du négociant, celui qui achète le coton par centaines de tonnes, avec la réponse définitive de Redisha. Bon ben, c'est non. Cette usine est-elle différente de celle que nous avons visitée? Quelles sont les conditions de travail dans cette filature? Après plusieurs jours, nous parvenons à convaincre l'une des ouvrières de Redisha de nous rencontrer. Cette fois en tant que journaliste. Pour aller chez elle, le mieux c'est de prendre le pouce-pouce, quand on peut se le payer. Sinon, il faut marcher. Elle habite à 5 km de l'usine. Elle s'appelle Romana. Elle a 38 ans. Elle vit dans cette cabane en tôle avec son mari, ses enfants et sa petite fille. 6 personnes en tout. Elle accepte de parler car elle n'a rien à perdre. Elle veut quitter Redisha. Il y a des femmes qui partent au bout d'un mois, d'autres au bout de 2 mois ou de 6 mois, parce que c'est très fatigant et c'est sous-payé. Pas mal de femmes s'en vont même avant d'avoir eu leur salaire. Avec 50 € par mois, 10 € de moins que le minimum légal dans le textile, elle survit. Pour ce salaire, l'ouvrière travaille 6 jours sur 7, le jour ou la nuit, toute l'année, sans pause. Non, il n'y a pas de congé.
Pour les fêtes comme l'Aïd, par exemple, si je m'arrête 5 ou 6 jours, on me coupe mon salaire. On nous coupe le salaire si on s'endort ou si on fait des bêtises. Par exemple, si on se dispute avec nos collègues. Si les responsables nous voient les yeux fermés quand on travaille la nuit, ils nous prennent en photo et ils la montrent aux supérieurs. Dans ces cas-là, on ne nous paye pas. Ils peuvent nous prendre une journée de salaire. En discutant avec cette ouvrière de Redisha, nous découvrons une situation beaucoup plus grave encore. Romana nous apprend que la plupart des ouvrières vivent dans des résidences construites dans l'usine. Pour ces femmes, Redisha est vraiment une forteresse. Mais oui, elles sont enfermées, c'est comme une prison. Pour sortir, il faut une autorisation écrite de l'agent de sécurité. Et si elles ne rentrent pas à l'heure indiquée, elles n'ont plus le droit de rentrer après. Au regard des conventions internationales, ça s'apparente à du travail forcé. Sur son site internet, l'usine Redisha annonce notamment travailler pour de grands groupes, comme Zara, H&M et Carrefour. Nous avons contacté ces enseignes pour une interview. Aucune n'a accepté de répondre à nos questions. Ces dernières années, de plus en plus de marques s'engagent pourtant à vendre un coton éthique. À Paris, dans un magasin de vêtements pour enfants, nous avons découvert ces étiquettes. Des étiquettes qui mentionnent du coton responsable. Sur les étiquettes vertes, ce logo BCI, les initiales de Better Cotton Initiative. Une opération lancée notamment par Ikea il y a plus de 10 ans pour faire du coton plus propre. Better Cotton Initiative makes global cotton production better. Better for producers, better for the environment, better for the cotton sector's future. Dans le détail, c'est quand même un peu plus compliqué. Tout le système BCI repose sur ce qu'on appelle le mass balance, le bilan de masse en français. Au départ, il y a un fermier qui s'engage à faire du coton avec moins de pesticides et moins d'eau et sans faire travailler d'enfants. Son coton est vendu comme du Better Cotton. Jusque-là, c'est simple. Mais quand le coton du fermier BCI arrive à la filature, il est mélangé dans les entrepôts aux autres cotons. Dans la comptabilité de l'usine, en revanche, il y a désormais des unités de coton BCI. Si la filature a acheté 100 tonnes de coton BCI, elle a désormais 100 unités BCI. Et quand une marque lui commande justement 100 tonnes de coton BCI, ce n'est pas du coton BCI qu'elle achète, mais ses unités totalement virtuelles. À l'arrivée, dans le t-shirt avec l'étiquette verte, il peut y avoir beaucoup de coton BCI, un peu de coton BCI ou pas du tout de coton BCI. Vous commencez à comprendre le monde merveilleux de BCI? Il est donc temps de passer de la théorie à la pratique. Si vous voulez vraiment saisir tout l'intérêt du mass balance pour les entreprises, welcome back. To Bangladesh. Figurez-vous que pendant notre séjour et notre tournée dans les usines de filature du pays, nous avons visité une usine estampillée BCI. Pour être précis, c'était l'usine numéro 1, l'usine Delta. Vous savez, celle où le patron était content de nous recevoir. Celle où on a filmé ça. Mais aussi ça. Et ça. À un moment, dans son bureau, le patron nous a expliqué tout l'avantage pour lui du coton BCI. Tendez bien l'oreille. J'achète du coton BCI, mais je ne suis pas obligé d'utiliser le même coton pour faire des produits BCI. Vous comprenez? Non. Non? Pour le coton biologique, je suis obligé d'utiliser le coton labellisé bio pour faire du fil bio. Mais pour faire du fil BCI,
Je peux utiliser n'importe quel coton. Je peux utiliser du coton ouzbek, par exemple, du coton indien, du coton africain. En gros, ça signifie que dans un t-shirt avec un logo BCI, on peut très bien trouver du coton ouzbek et de la sueur de travailleurs forcés. Mais ce n'est pas tout. Le plus étonnant, on l'a découvert au moment de la visite de l'entrepôt, quand on a demandé à voir les stocks de coton BCI. Excusez-moi, en ce moment, nous n'avons pas de coton BCI. Vous n'avez pas de BCI en ce moment? Non. Et dans les autres hangars? Non, non. Mais laissez-moi vous expliquer. C'est l'autre avantage du système BCI. Si vous n'avez pas de stock de coton BCI, vous pouvez quand même vendre du fil BCI, parce que le système BCI est déconnecté du produit. Il suffit que vous vous engagiez à acheter du coton BCI plus tard. Avec autant de souplesse, on comprend mieux pourquoi le Better Cotton décolle aussi vite. Sur leur site internet, de plus en plus de marques connues affichent leur achat de coton BCI. Résultat, en 5 ans, la production a explosé. Aujourd'hui, c'est 12% du coton mondial. Et en 2020, l'objectif annoncé, c'est 30%. Presque 9 millions de tonnes de coton brut. Le problème, c'est que depuis l'envolée du BCI, la production de coton biologique est en chute libre. Avec le Better Cotton, certaines entreprises ont décidé d'arrêter, ou presque, leur achat de coton bio. Exemple, Decathlon. En 2013, l'enseigne française était dans le top 5 des plus gros acheteurs mondiaux de coton biologique. Aujourd'hui, elle a pratiquement arrêté pour faire du BCI. Idem pour Puma, qui nous indique avoir acheté des quantités importantes de coton biologique jusqu'en 2015, mais qui a cessé pour se concentrer sur le coton BCI. Et c'est encore à l'autre bout du monde que l'on peut mesurer les conséquences de ce revirement. Bienvenue en Inde, le premier producteur de coton biologique dans le monde. Enfin, pour l'instant. Parce que depuis le succès du Better Cotton, certains fermiers abandonnent le coton biologique. C'est le cas de Raju. Pendant 3 ans, ce fermier faisait du coton en respectant les règles du bio, sans OGM, ni produits chimiques. Mais ça, c'était avant. Parce que l'année dernière, Raju a découvert le Better Cotton. Et du coup, il a laissé tomber le bio. Quand je faisais du coton biologique, je n'avais pas le droit d'utiliser des graines de coton OGM. Du coup, mes plantes étaient beaucoup moins résistantes. En plus, il y a beaucoup d'insectes et je n'avais pas le droit d'utiliser des pesticides ou des fertilisants chimiques. Tout est interdit dans le bio. Et ça, c'est un vrai problème. Alors qu'avec le système BCI, on peut utiliser du coton OGM et avoir comme ça 2 récoltes de coton dans l'année au lieu d'une seule. C'est doublement avantageux. Et les bonnes années, vous pouvez vraiment gagner beaucoup plus d'argent. Avant de passer dans son champ, petit détour par le village le plus proche. Raju a une course à faire. C'est ici qu'il achète tous les produits chimiques qu'il a le droit d'utiliser depuis qu'il fait du Better Cotton. Cet herbicide, par exemple. Ce produit, vous le mettez dans l'eau et ça tue toutes les mauvaises plantes. Seul le coton pousse. Avec le système BCI, il peut utiliser tous les pesticides vendus ici. Celui-là, par exemple, le Multistar, qui est interdit en Europe à cause de sa toxicité. Ou cet autre, le Bima, qui a la gagne, mais qui est suspecté de tuer les abeilles et qu'on ne pourra plus vendre en France dans quelques mois. Les statistiques officielles n'existent pas, mais d'après nos informations dans ce secteur, plusieurs dizaines de fermiers sont passés du bio au BCI, comme Raju. Concrètement,
Ça veut dire qu'ils sèment des graines génétiquement modifiées alors qu'ils avaient arrêté. Et qu'ils utilisent des pesticides chimiques dont ils avaient appris à se passer. Nous allons donc voir les gens de BCI à Londres. Après des semaines de négociations, nous avons rendez-vous avec une directrice de la Better Cotton Initiative. Dans ce grand building, en plein cœur de la City. Je suis Max, je ne me suis pas encore présenté, je suis le conseiller en communication. Ok, enchanté. Vous êtes d'accord pour que je reste ici? Oui, bien sûr. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Je vous en prie, asseyez-vous. La directrice, c'est elle, Lena Stavgard. Je voulais vous montrer quelque chose. Voici l'évolution, mais vous êtes probablement déjà au courant, de la production de coton BCI dans le monde de 2010 à 2015. La croissance est absolument impressionnante, comme on peut le voir avec cette courbe. Nous avons eu beaucoup de chance dans notre travail avec les agriculteurs. Nous avons réussi à avoir des résultats concrets, année après année. Et les agriculteurs sont vraiment nos meilleurs ambassadeurs. Et nous avons réussi à les convaincre de nous rejoindre. Mais il y a quand même un problème. Regardez cette courbe, elle montre l'évolution de la production de coton biologique dans le monde. La chute est frappante à partir du moment où apparaît le coton BCI. Qu'en pensez-vous ? Je ne veux tirer aucune conclusion de ces deux courbes. Je ne vois pas de lien entre ces deux courbes. Ok, mais vous savez quand même que certains agriculteurs passent d'une production biologique au système BCI. Personnellement, je n'ai aucune information sur ces agriculteurs. Ce sont eux qui décident. Mais vous savez que certains d'entre eux changent de système, non ? Je n'ai aucune information là-dessus. Et au bout du compte, je dirais que c'est aux agriculteurs de choisir ce qui est le mieux pour eux. Laissez-moi vous montrer une vidéo. C'est un fermier que nous avons rencontré en Inde. Il fait du coton BCI. Écoutez-le. Si on utilise des pesticides, on a une meilleure récolte qu'avec le bio. On gagne 2 fois plus. Voilà. Et cet agriculteur est loin d'être le seul à passer du coton bio au coton BCI. Loin de là. C'est pourquoi nous vous demandons si le coton BCI n'est pas en train de tuer le coton bio à petit feu. Je ne veux pas spéculer sur les raisons de cette chute. Pour vous, il n'y a aucun problème. Ce que je vois, c'est que nous travaillons ensemble pour permettre aux fermiers d'améliorer leurs conditions de vie. Travailler ensemble, c'est pas vraiment ce que nous voyons là. Comme la directrice a très peu de temps à nous consacrer, on change de sujet pour lui montrer les images filmées au Bangladesh, dans l'usine de filature Delta, l'usine membre de la Better Cotton Initiative. Celle qui achète du coton ouzbek en quantité et qui fait travailler de jeunes ouvriers. Mais c'est à ce moment-là que Max, le conseiller en communication, intervient. Non, c'est pas suffisant. Laissez-moi vous montrer une autre vidéo, s'il vous plaît. Vous aviez dit une demi-heure. Non, désolé. Regardez cette vidéo. Pensez-vous que ce sont des conditions de travail décentes, d'après les critères BCI? C'est une usine de filature au Bangladesh. Je peux voir que c'est une usine de filature. Avec de très jeunes ouvriers. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr que ces images me désolent. Mais malheureusement, nos critères ne concernent que les agriculteurs. Mais c'est une usine BCI. Et nous n'avons pas de critères pour toute la chaîne de production. Comment pouvez-vous accepter cela? Je serais ravie d'y jeter un œil. Mais bien sûr, je ne sais pas d'où vient ce film. Ça a été tourné au Bangladesh. C'est nous qui l'avons tourné. Ce sont nos images. C'est bon, là. Vous avez eu 40 minutes. Mais juste pour avoir une réponse, c'est très important. Vous voyez des enfants travailler dans une usine qui est une usine qui fait partie de BCI. Comment réagissez-vous? Écoutez, je vois des images de journalistes. De journalistes qui ont filmé une usine de filature quelque part. Il faut que je regarde.
Comme je vous dis, nous n'intervenons pas dans la chaîne d'approvisionnement. C'était la dernière question. Donc, si des enfants travaillent dans une usine de filature au Bangladesh, une usine qui adhère au programme BCI, ce n'est pas votre problème. Bien sûr que ça me concerne les conditions de travail de ces gens. Bien sûr que ça m'attriste. Mais nous sommes 50 et nous travaillons au niveau du champ. D'autres organisations travaillent sur le sujet et elles ont les moyens de travailler là-dessus. Mais ce que vous dites est théorique, donc vous n'allez pas dans les usines de filature au Bangladesh. Attendez, ça devient une blague, là. Non, comment ça? Ce n'est pas une blague. Ce sont des questions importantes. Est-ce que vous allez au Bangladesh pour voir si des enfants travaillent dans des usines de filature BCI? Dites-moi. C'est bon, c'est fini pour vous. Dites-moi juste si vous y allez. C'est fini. Pas de réponse? Ok, pas de réponse.